Nous sommes nombreux des Congolais qui souffrent du paludisme et savons déjà le traiter. En réalité, nous ignorons les conséquences de l'automédication sur la santé. Aujourd'hui, dans ce numéro, nous parlerons du paludisme et de ses cas de résistance avec le représentant de l'Organisation mondiale de la santé en République du Congo. Docteur, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé, madame. Mais avant toute chose, suivant ce reportage où les experts, les médecins parlent des cas de résistance qu'ils rencontrent chaque jour dans les hôpitaux. Le mois passé, ma fille a fait un palud. Elle avait 2 traits. Dans une clinique, elle a fait des examens, elle avait 2 traits. Là-bas, on a administré un traitement et elle a pris pendant 3 jours. Ça n'a pas marché. Et ce mois-ci, elle a encore fait des malaises. Nous sommes repartis là-bas, d'où ils ont encore remarqué que la fille a fait 2 traits de palud. Là-bas, ils ont dit peut-être que le premier traitement n'avait pas marché. Donc, d'où le nouveau traitement qu'ils ont prescrit à l'enfant. Au lieu de 3 jours, c'est maintenant 6 jours. Donc, du coup, je me suis dit, un traitement de palud, je crois bien, il faut faire 6 jours au lieu de 3 jours. Parce que les 3 jours après, ça résiste. 6 jours au moins, ça va. Parfois, on fait recours aux tisanes. Parce qu'on se dit que le traitement est tellement long et ça n'a pas tenu. Mieux vaut aller vers les tisanes aussi. La résistance aux parasites du paludisme, Plasmodium falciparum, est une menace croissante pour la santé publique. C'est ce que soulèvent de nombreux scientifiques sur le continent africain. Cette menace constitue l'un des plus grands défis pour atteindre les objectifs de l'élimination de cette pathologie d'ici 2030 fixés par l'OMS. L'une des principales causes de morbidité et de mortalité en République du Congo est le paludisme ou la malaria. 94% des consultations médicales dans les hôpitaux sont liées au paludisme selon les professionnels de santé. Mais depuis quelques années, les médecins font face à une résistance accrue du parasite face aux traitements de base tels que la sulfadoxine et la pyrimétamine qui ont vu leur efficacité décliner en raison d'une résistance généralisée. Aujourd'hui, la situation au Congo est sous surveillance, mais les chercheurs ont noté des polymorphismes génétiques suspects dans certaines zones comme Brazzaville ou Pointe-Noire. Les dernières études de la Fondation congolaise pour la recherche médicale du professeur Francine Toumi, réalisées dans son centre de recherche des maladies infectieuses dans la partie sud du pays, confirment cette résistance du parasite à la combinaison de la pyrimétamine et la sulfadoxine. Il y a la sulfadoxine pyrimétamine ou la SP qui est donnée pour le traitement préventif intermittent chez la femme enceinte. Mais ce qu'on a constaté, c'est que les souches sont de plus en plus résistantes à ce médicament. Et on le sait comment? Parce que les souches développent des mutations de plus en plus nombreuses, de plus en plus efficaces contre ce médicament. Mais après, il faut voir l'efficacité thérapeutique et c'est ce que nous sommes en train de regarder. Mais lorsque nous avions fait notre première étude, nous avions déjà vu qu'il y avait une augmentation de la résistance contre la SP, mais il n'y avait pas d'impact ni sur la femme enceinte, ni sur le bébé, sur le nouveau-né. Si la pyrimétamine et la sulfadoxine présentent des résistances aux médicaments, les médecins peuvent encore compter sur l'artémisinine. Par ailleurs, la professeure Francine Toumi attire l'attention des autorités car l'artémisinine présente déjà des résistances en Ouganda, au Rwanda et en République démocratique du Congo. On n'a pas encore vu cette résistance au Congo. Ma réponse en tant que scientifique, ça serait, on l'a peut-être pas vu parce qu'on n'a pas assez bien cherché. Étant en RDC, on sait très bien que les gens se déplacent et il suffit qu'il y ait des gens qui portent des souches mutées viennent en République du Congo, des moustiques piquent ces personnes et ces souches vont se propager. Donc ce n'est une question de temps pour voir l'arrivée de ces souches avec des mutations qui suggèrent la résistance à l'artémisinine. Les chercheurs de la Fondation congolaise pour la recherche médicale font des études sur les moustiques pour comprendre leur comportement et ce phénomène.
La principale activité de recherche que nous menons au laboratoire de parasitologie, c'est sur le paludisme. Donc, on regarde la prévalence du paludisme dans des centres de santé ou hospitaliers et en communauté. Et au niveau du laboratoire, on essaye aussi d'étudier le matériel génétique du microbe qui cause le paludisme pour voir les modifications qui créent des résistances contre les médicaments. Et également, nous attrapons les moustiques dans des ménages et à l'extérieur des ménages et pour voir les anophèles qui causent le paludisme et comprendre leur comportement et également leur résistance aux insecticides qui sont utilisés dans des moustiquaires. La résistance du plasmodium se justifie à travers les mutations du moustique, mais les médecins pointent du doigt également à l'automédication. Selon la docteure Esther Mbomba, évoluant à l'hôpital de référence de Makelekele, dans le 1er arrondissement, la population est également responsable de l'échec des antipaludiques à force de prendre les comprimés sans passer par une consultation médicale. Nous vivons avec le paludisme, nous nous réveillons avec le paludisme. Mais il y a un fait dans la société, les gens quand ils sont malades, au lieu de se diriger vers les hôpitaux compétents, qui peuvent mieux prendre en charge le paludisme, que ça soit simple ou grave, ils préfèrent faire l'automédication. C'est lorsqu'ils font l'automédication et ils constatent qu'ils prennent les médicaments, ça ne marche pas. Ils pensent toujours au paludisme. Ils ne font pas d'abord la prise en charge holistique. Et puis il y a un fait que je devais peut-être profiter de votre présence pour tirer l'attention des pharmaciens. Des pharmaciens, normalement, un pharmacien pour délivrer un médicament, il doit avoir l'ordonnance. Ce n'est pas mauvais de conseiller, mais il faut voir, vous conseillez quoi? Parce que le pharmacien, ce n'est pas un médecin. On a fait 10 ans d'études pour traiter les malades. Et ils ont fait que les médicaments. Nous, on a fait le corps et les médicaments. Donc, c'est différent. Donc, les pharmaciens doivent arrêter ce système-là quand un malade se présente devant eux. Ils font déjà les TDR, ils font des trucs, mais qui vous dit que c'est le palu? Et ils donnent les médicaments. Quand la personne part à la maison, il ne se sent pas bien, il va plus repartir chez le pharmacien. Ils viennent à l'hôpital. Moi, quand ils viennent, je leur pose la question, mais pourquoi tu n'es pas reparti en pharmacie? Au centre hospitalier universitaire de Brazzaville, CHUB, le professeur Roland Ibarra Osibi, chef de service des maladies infectieuses, reçoit tous les jours des cas de résistance du paludisme. Comme la docteure Esther Mbomba, le professeur Roland Ibarra déconseille l'automédication et pense que le changement climatique est un facteur à ne pas négliger dans la résistance du paludisme aux différentes molécules antipaludiques. Le réchauffement climatique est l'un des facteurs qui fait qu'à ce que le pathogène arrive à prendre à résister, puisque le paludisme s'est vu plus dans des pays chaud, à climat chaud, pays tropicaux. Donc, le réchauffement climatique va donner aux parasites les capacités d'émerger et de développer des stratégies de résister face à ces médicaments-là. Il y a aussi des approches phénotypiques et génotypiques. Au programme national de lutte contre le paludisme, où se fait la sensibilisation et la prévention contre cette pathologie, les énergies sont concentrées dans l'élaboration de nombreux protocoles thérapeutiques pour guider les médecins devant chaque cas sévère ou simple. La stratégie pour contrer contre les résistances, d'abord il faut faire les études comme on disait tout de suite là. Il faut à tout prix vérifier s'il y a résistance ou pas. Deuxième stratégie, nous avons des protocoles thérapeutiques que nous rédigeons avec les professeurs. Vous savez que le programme national de lutte contre le paludisme a un comité scientifique constitué de grands professeurs, des chercheurs, des gynécologues, des pédiatres, des infectiologues. Tout ce monde-là est constitué en comité scientifique, et ce comité scientifique-là valide les protocoles thérapeutiques que nous envoyons dans les districts sanitaires, dans les hôpitaux, et on devrait respecter scrupuleusement
à ces protocoles thérapeutiques. Un paludisme simple ne doit pas se soigner comme un paludisme grave. Les études entomologiques ont montré que les Anopheles gambia et les Anopheles funestus deviennent résistants à la deltamitrine, à la périmétrine et à d'autres pérétrinoïdes, ce qui explique la résistance des moustiques aux insecticides et remet en question l'efficacité des moustiquaires imprégnés. L'éradication du paludisme est un défi majeur pour de nombreux pays qui perdent chaque année des milliers de vies. Les professionnels de santé œuvrent pour la surveillance épidémiologique et l'affectation des ressources financières conséquentes dans la lutte contre cette pathologie. En 2030, les pays du monde entier sont attendus à Washington pour faire le point sur l'élimination du paludisme. Toutefois, plusieurs défis restent encore à relever dans la lutte contre le paludisme en République du Congo, tels que le renforcement de la surveillance génétique du parasite, la mise à jour régulière des politiques de traitement, le développement de nouveaux outils, nouveaux médicaments, nouvelles moustiquaires avec double insecticide, l'augmentation du budget des programmes de lutte contre le paludisme, la sensibilisation communautaire pour éviter l'automédication et les traitements incomplets qui favorisent la résistance. Docteur, vous avez suivi le reportage. Le paludisme devient résistant à la pyrimétamine et la sulfadoxine. Pourquoi seulement cette combinaison et pas l'artémisinine? Merci beaucoup. Je voudrais commencer d'abord par définir ce que nous appelons par résistance. Parce qu'il faut que nous soyons tous d'accord sur le mot résistance. L'Organisation mondiale de la santé définit la résistance comme l'aptitude, la capacité d'un parasite à survivre ou à se multiplier lorsqu'on administre des doses normales ou supérieures aux doses normalement recommandées pour traiter ce paludisme tout en respectant la tolérance du sujet. Et donc, dans cette définition, il y a deux notions essentielles qu'il faut qu'on retienne. La première notion, c'est que la résistance, c'est une caractéristique, c'est une aptitude individuelle du parasite. Vous pouvez avoir un parasite qui est résistant et vous pouvez avoir un autre qui n'est pas résistant. Idem même pour les moustiques, puisque je sais que nous aborderons la résistance des moustiques aux insecticides. Le deuxième point, c'est que on peut avoir des parasites qui deviennent moins sensibles à un médicament. Mais on ne peut pas conclure qu'il y a résistance tant que ce parasite n'a pas survécu face à la dose normalement recommandée du médicament pour le traiter. Ça veut dire quoi? Nous parlons par exemple de la sulfadoxine pyrimétamine. On peut avoir un sujet à qui on a prescrit de prendre 3 comprimés et qui décide d'en prendre 2. 3 en une dose. En prise unique, mais qui décide d'en prendre 2. Et donc, à la fin, il dit le parasite est résistant. Mais non, parce que là, il n'a pas pris la dose recommandée, la dose nécessaire pour faire le traitement. C'est idem. Lorsque j'ai un paludisme grave et que je me fais traiter comme un paludisme simple. J'ai vu une dame dans votre reportage qui a dit, je suis allé au centre de santé, on a donné traitement pour 3 jours et après, je suis reparti et maintenant on a donné traitement pour 6 jours et que c'est le traitement pour 6 jours qui est bon. Non. Nous avons des protocoles clairs pour la prise en charge du paludisme. Et dans le cas du paludisme simple, si le diagnostic est bien fait et qu'il s'agit du paludisme simple, avec les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, données à bonne dose, en 3 jours, le patient devrait guérir. Donc, il y a ces notions de baisse de la sensibilité ou bien de mauvais diagnostics qui parfois peuvent être assimilés à la résistance. Donc ça, je tenais à faire cette précision sur la résistance avant de revenir à votre question. Pourquoi la résistance à la sulfadoxine pyrimétamine mais pas à l'artémisinine?
Il faut dire que la résistance à un médicament apparaît au bout du temps. Lorsque j'ai un médicament efficace et que je commence par l'utiliser, au bout du temps, le parasite commence progressivement par développer l'aptitude dont j'ai parlé tout à l'heure, en développant on va pas utiliser des termes scientifiques puisqu'on s'adresse à nos populations, mais en développant ce que nous appelons des codons. C'est des substances additionnelles que le parasite parvient à développer qui lui permet de résister. Mais c'est au fil du temps et dans une série de contingences. Vous avez évoqué l'automédication. Nous pouvons aussi évoquer l'utilisation prolongée, l'utilisation des sous-doses, les mauvais traitements, les mauvais diagnostics. Donc, c'est pour cela que aujourd'hui, nous avons encore la bonne sensibilité du parasite à l'artémisinine, ce qui est une bonne chose, alors que pour la sulfadoxine-pyrimétamine, la résistance est confirmée. Je voudrais dire que la résistance à la sulfadoxine-pyrimétamine est ancienne. Les premières résistances ont été documentées depuis les années 1993 en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est. Et puis, cela s'est propagé jusqu'à l'Afrique. Au Congo, la première expérience de résistance a été documentée, j'ai vu dans votre reportage à l'hôpital Makele-Kele. Il y a eu une première étude qui a été conduite justement à Makele-Kele, et c'est là qu'on avait eu la première preuve de la résistance du parasite à la sulfadoxine-pyrimétamine. Et en 2021, il y a eu une nouvelle étude conduite toujours par l'équipe du professeur Ntoumi, qui a montré que dans quatre localités de Brazzaville, la résistance à la sulfadoxine-pyrimétamine s'est aggravée. Mais ces résistances sont préoccupantes. Mais il nous reste deux aspects importants que nous devons mettre en œuvre avant d'envisager, comme on l'a dit, la révision des protocoles ou des schémas d'utilisation. Il nous faut d'abord surveiller ces résistances dans le temps, première chose. Mais il nous faut aussi conduire des études à l'échelle nationale. Les études qui ont été conduites actuellement ont été conduites soit dans de petits espaces géographiques. Et il nous faut avoir une étude d'envergure nationale qui nous permette de conclure, de dire oui, au Congo, tous les parasites sont résistants à la sulfadoxine-pyrimétamine. Mais pourquoi l'artémisinine garde encore son efficacité? C'est une molécule récente. C'est une molécule assez récente. Et je voudrais inviter les populations à protéger l'artémisinine. Vous savez, le paludisme, c'est une maladie tropicale. C'est une maladie des pays pauvres. Et donc, cette maladie ne requiert pas l'attention des scientifiques comme d'autres maladies. Vous avez vu, Ebola est apparu bien des années après le palu. Aujourd'hui, on a un vaccin contre Ebola. Vous avez vu la COVID-19, ça, en 2019, mais en un temps record, on a pu développer des vaccins. Il a fallu plusieurs décennies de bataille avant aujourd'hui d'avoir un vaccin contre le paludisme. Et donc, je voudrais inviter les populations à faire un très bon usage de l'artémisinine, à commencer par les agents de santé dans la prescription, mais aussi les populations à éviter l'automédication, à éviter la vente illicite, la vente sur le marché noir du sang, parce que c'est les seuls médicaments aujourd'hui que nous avons et qui nous permet de faire un traitement correct du paludisme simple. Donc, c'est une molécule récente et si nous la protégeons, elle sera sensible, elle sera efficace le plus longtemps possible contre les parasites. Est-ce que avec cette résistance avérée de la combinaison de la pyrimétamine et la sulfadoxine, on devait toujours prescrire ces médicaments aux malades? Ou vous activez déjà les chercheurs à trouver d'autres molécules, aussi comme l'artémisinine, qui va s'adapter aux mutations du parasite? D'abord, je voudrais dire que
la résistance à la sulfadocine pyrimétamine est encore partielle. Et comme je l'ai dit, il nous faut conduire des études d'envergure nationale avant de conclure. Mais il faut faire remarquer que l'Organisation mondiale de la santé a recommandé depuis plusieurs décennies déjà l'arrêt de l'utilisation de la sulfadocine pyrimétamine pour le traitement des cas confirmés de palu. C'est important. Nous n'utilisons pas aujourd'hui la sulfadocine pyrimétamine pour traiter les cas de paludisme, pour traiter les cas confirmés de paludisme. Vous donnez aux femmes enceintes? J'en viens. Donc, nous l'utilisons plutôt pour faire ce que nous appelons le traitement préventif intermittent. Et cette utilisation s'est basée sur des raisons. La première raison, c'est que d'abord, le terme de traitement préventif intermittent a évolué. Au départ, on utilisait le terme traitement présomptif intermittent. Et le mot présomptif a son sens. Parce que la femme qui est enceinte et auquel nous voulons donner le médicament contre le palu, nous n'avons pas la preuve que cette femme porte les germes du paludisme. Mais nous savons que les femmes enceintes, lorsqu'elles ne sont pas protégées contre le paludisme, il y a des complications sur la grossesse, sur l'état de la femme, elle peut devenir anémiée, et même des complications sur l'enfant qui va naître. Et c'est pour ça que nous avons, à travers des études qui ont montré que dans certaines conditions, nous pouvons continuer à utiliser la sulfadocine pyrimétamine que l'OMS a recommandé que l'on l'utilise pour le traitement préventif intermittent chez les femmes enceintes et les nourrissons. Parce que cela permet d'éviter à la grossesse de connaître des complications, au bébé de naître avec un poids normal et de ne pas mourir à la naissance, à la femme enceinte de ne pas être anémiée. Ça permet au nouveau-né auquel on donne cela de ne pas faire des épisodes fréquents de paludisme, ainsi de suite. Mais tout ça, il y a des conditions. C'est lorsque le niveau de résistance est encore inférieur à 50% que l'on l'utilise. Et donc, au regard des résultats récents que l'étude du professeur Mtoumi a trouvé à Brazzaville, il serait bien qu'on puisse généraliser cette étude à l'échelle nationale pour pouvoir avoir une confirmation du niveau de résistance nationale de la sulfadocine pyrimétamine. Et sur la base de ces résultats, l'OMS pourrait aider le pays à réviser la politique d'utilisation de la sulfadocine pyrimétamine. Docteur, vous l'avez soulevé dans vos propos, l'automédication, la circulation des faux médicaments, le changement climatique sont des facteurs qui causent la résistance des antipaludiques. Comment ces éléments participent-ils à la résistance? Merci, madame. Et effectivement, ces éléments participent à la survenue de la résistance. Lorsque nous prenons l'automédication, d'ailleurs, le médecin l'a dit dans son intervention, il y a 3 aspects dans l'automédication qui sont dangereux. Le premier aspect, c'est que le patient qui se lève lui-même va acheter des médicaments au marché pour le prendre. Il pourra prendre des médicaments non pas à la dose suffisante pour pouvoir tuer le parasite. Et comme la dose qu'il prend ne suffit pas à tuer le parasite développe la résistance parce que c'est comme si on le fouette avec une petite quantité de principes actifs, il résiste à cela et à partir de là, il développe la résistance. Donc, il y a la prise de sous-dose, de médicaments sous-dosés qui peut permettre cela. Il y a le non-respect de la durée du traitement. On vous dit, par exemple, que pour le cas du paludisme simple, dans certains cas, il faut prendre une certaine quantité 2 fois par jour pendant 3 jours. Mais la dame ou le patient qui se lève va acheter son médicament au marché, il commence à prendre le médicament premier, deuxième jour, il se sent un peu mieux, il arrête. Et lorsqu'il arrête, il y a des résidus de ce médicament qui persistent dans le sang et auquel le parasite va s'habituer et qui va permettre le développement de la résistance.
Un autre aspect, c'est que il peut aussi prendre plus de doses qu'il ne faut. Et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Il ressent beaucoup d'effets secondaires et puis il arrête le traitement. Mais quand il arrête le traitement, la dose de médicaments qu'il a pris va évoluer, ça va diminuer. Ça va diminuer. Et arriver à un niveau de concentration dans le sang, ce ne sera pas suffisant pour tuer les germes qui restent. Et donc, ça va développer la résistance. Donc, il y a le fait de sous-doser, de prendre des doses non insuffisantes, de ne pas respecter la durée du traitement. Mais il y a également des médicaments qui portent des indications qui sont pas justes. Et là, on le lie déjà un peu aux faux médicaments. Vous voyez, les faux médicaments, on vous écrit que ça, c'est tel médicament dosé à 80 mg. Mais dans la réalité, peut-être qu'il y a 5 ou 20 mg dans ce médicament. Et donc, dans le faux médicament, vous prenez ce médicament en vous disant que j'ai pris la dose suffisante, mais vous avez pris une dose qui ne suffit pas. Et donc, ça va permettre aussi que la résistance se développe. Donc, l'automédication, comme les faux médicaments, jouent un grand rôle. Le changement climatique. Je remercie le professeur Osibi qui l'a évoqué. Je vais ajouter deux choses. Le changement climatique peut aussi faciliter les conditions de prolifération de moustiques dans la durée. Lorsque nous avons des inondations, lorsqu'il pleut plus que d'habitude parce que nous n'avons pas respecté l'environnement, on a des inondations. Et donc, les conditions sont créées pour qu'il y ait une production massive de moustiques sur une longue durée. Et moustiques sur une longue durée, ils vont piquer les gens. Il y aura beaucoup de cas de paludisme devant lesquels les gens vont soit s'adonner à l'automédication et autres, ce qui revient au point que nous avons déjà évoqué. Mais l'autre aspect important, on vient de voir que dans certains quartiers de Brazzaville, il y a déjà la résistance élevée à la sulfadoxine-pyrimétamine. Supposons qu'il y a une inondation ou bien une grande sécheresse qui fait que les populations de cette localité se déplacent vers une localité où la résistance n'existe pas encore. Mais eux, ils partent avec dans leur corps le parasite résistant. Donc, arrivé là-bas, vous voyez, le parasite résistant qui est en leur corps va être extrait par le moustique et va être disséminé à d'autres. Et donc, le changement climatique peut également favoriser la propagation géographique de la résistance. Et c'est pour ça que nous voulons à nouveau inviter les populations à ne pas s'adonner à l'automédication, à ne pas se confier aux médicaments de la rue et à travailler à protéger l'environnement. Parce que l'environnement et la santé sont des frères jumeaux. On parle également de la résistance aux insecticides. Comment expliquez-vous ce phénomène? Le phénomène est le même. Vous savez, nous avons des moustiques et nous nous levons chaque fois, nous pulvérisons nos champs. Chaque insecticide a un mode d'emploi et précise la durée d'exposition du moustique à l'insecticide afin que le moustique soit tué. On vous dit par exemple, vous avez une bombe insecticide que vous prenez, on vous dit quand vous pulvérisez votre chambre, il faut garder la chambre fermée pendant 15 minutes. Mais vous finissez de pulvériser, au bout de 5 minutes, vous ouvrez la chambre. Les moustiques sont pas encore morts, ils ont déjà respiré une partie de l'insecticide, mais ils s'échappent dans la nature. Et donc, comme la quantité d'insecticides n'est pas suffisante pour les tuer, ils vont développer la résistance. Donc, le fait d'utiliser des insecticides en dose insuffisante, de ne pas respecter la durée d'exposition nécessaire du moustique à l'insecticide, et également d'utiliser les insecticides à large échelle, tout ça va contribuer à la survenue de la résistance des moustiques aux insecticides. Mais il y a de l'espoir parce que la recherche dans ce domaine évolue et nous avons actuellement des insecticides de nouvelle génération qui sont en train d'être utilisés
et qui montre de plus en plus d'efficacité. Alors, si on comprend, il est permis aux ménages de faire de la pulvérisation intradomiciliaire, mais quelle devait être la fréquence? Merci beaucoup. Les ménages ne peuvent pas faire la pulvérisation intradomiciliaire. Il y a des nuances technologiques. Les ménages peuvent pulvériser avec les insecticides du marché, leur chambre, pour se protéger contre les moustiques. Et ce qui est recommandé là, c'est de regarder le mode d'emploi. Dans certains cas, et selon la densité de moustiques dans le milieu, vous pouvez être amené à utiliser les insecticides tous les jours, dans nos ménages, tous les jours. Si c'est des insecticides de courte durée d'action, et la plupart du temps, les bombes que nous achetons sur le marché sont des insecticides de courte durée d'action. Maintenant, il y a des insecticides à longue durée d'action, dont certains sont utilisés pour imprégner les moustiquaires, mais d'autres sont utilisés pour faire ce que nous appelons la pulvérisation intradomiciliaire. C'est toute une technique et c'est une stratégie qui est recommandée par l'OMS dans les mesures de lutte contre le paludisme et qui existe dans la stratégie du pays, notre pays, le Congo, mais qui, pour des raisons opérationnelles, n'est pas encore mise en œuvre. Et même là aussi, lorsque l'on fait la pulvérisation intradomiciliaire avec des insecticides qui durent dans le temps, il faut respecter la durée recommandée par le fabricant. Généralement, quand on prend pour les moustiquaires imprégnés, c'est 3 ans. Et donc, au bout de ces 3 ans, l'effet du médicament et de l'insecticide n'est plus suffisant pour tuer les moustiques et donc il faudra prendre des actions à ce moment. Docteur, est-ce que scientifiquement on peut contrôler le moustique? Bien sûr, on peut contrôler. Vous avez parlé dans votre reportage, j'ai vu quelqu'un qui parlait de la surveillance des moustiques. Nous avons l'entomologie. L'entomologie qui est une science qui permet de surveiller le comportement des moustiques. Et c'est grâce à ça qu'on a su qu'il y a des moustiques qui restent à l'intérieur des maisons, qui piquent au dehors, qui rentrent pour prendre le sang, pour sortir, ainsi de suite. Et toutes ces connaissances ont permis d'orienter les stratégies de lutte contre le paludisme. Lorsqu'on recommande les moustiquaires imprégnés, c'est sur la base des analyses, parce que il y a des moustiques qui vous piquent et qui vont partir, qui vont revenir, qui vont vous piquer, repartir. Il y a d'autres qui vont rester carrément dans la chambre. Donc, l'entomologie permet d'étudier le comportement des moustiques, de tirer des leçons et nous utilisons ces leçons pour informer les stratégies qui permettent de contrôler le paludisme. Justement, parlons des moustiquaires. Est-ce que l'OMS, avec son partenaire, le ministère de la Santé de la Population, envisage une campagne de distribution des moustiquaires imprégnés cette année? Effectivement, actuellement, le gouvernement de la République du Congo, à travers le ministère de la Santé, le programme de lutte contre le palu, avec l'appui des partenaires, est en train de préparer une campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Et donc, cette campagne, je ne suis pas habilité à donner les détails, mais tout porte à croire qu'avant la fin de l'année, nous pourrions organiser cette campagne. Mais il faut dire que, au-delà de cette campagne de masse, déjà le gouvernement assure la distribution quotidienne des moustiquaires imprégnés aux femmes enceintes qui vont en consultation dans les centres de santé, mais aussi aux enfants qui vont en consultation préscolaire. Donc ça veut dire qu'il y a une distribution continue qui se fait pour les groupes vulnérables et en plus de cela, maintenant, les campagnes de masse surviennent à une période globalement tous les 3 ans en fonction de la durée de l'insecticide que nous avons évoqué tout à l'heure pour aider le pays à évoluer vers la couverture universelle recommandée par l'OMS qui est que 80% des ménages puissent disposer de moustiquaires imprégnés et l'utiliser chaque soir et tous les soirs. De façon classique, nous savons que le paludisme est causé par l'anophèle femelle
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres formes de moustiques qui transmettent la maladie? L'important, ça rentre dans les aspects techniques que j'ai dit. Le paludisme, c'est le moustique, l'anophèle femelle, qui transmet le paludisme. Maintenant, dans il y a plusieurs classes. D'ailleurs, dans votre reportage, vous avez parlé de l'Anopheles grambier. C'est le plus répandu des moustiques qui donnent le paludisme, non seulement au Congo, mais dans d'autres pays, on a le funeste. Il y a plusieurs formes. Ce qui est important à savoir ici, c'est que le moustique ne donne pas seulement le paludisme. Donc, il y a des moustiques qui vous donnent la fièvre jaune, il y a des moustiques qui vous donnent la dengue, il y a des moustiques qui vous donnent le chikungunya. Donc, l'important pour nous, ce n'est pas pour la population, hein. Pour nous les scientifiques, il y a des intérêts. Mais l'important pour la population, c'est de lutter contre les moustiques. Lutter contre la prolifération des moustiques. Et c'est à cela que nous les invitons à assainir leur milieu, à se protéger contre les piqûres de moustiques, parce que le moustique peut donner plusieurs maladies, même si actuellement nous ne parlons que du paludisme. Quand on parle de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, on parle de combien d'années ou de mois d'usage? Merci madame pour cette question importante qui me permet de vous partager les recommandations de l'OMS, d'ailleurs que le pays a adoptées. Je l'ai dit tout à l'heure, la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action est recommandée pour une durée de 3 ans. Et l'OMS recommande qu'après 3 ans, qu'on procède à un remplacement systématique de ces moustiquaires, qu'on retire les anciennes moustiquaires et qu'on procède à leur incinération à haute température. Donc, on change la moustiquaire, on retire les anciens, on détruit, mais également on fait la sensibilisation des populations. Parce que on est en train de voir, et c'est pas l'apanage du Congo, dans plusieurs pays, on voit des usages détournés des moustiquaires imprégnés. On voit les moustiquaires qui sont utilisés pour couvrir des tombes, qui sont utilisés pour faire la pêche, ainsi de suite. Et on sait que c'est des insecticides qu'il y a à l'intérieur de ces moustiquaires, même si après 3 ans, ce n'est plus efficace, il y a des résidus d'insecticides. Donc, nous devons sensibiliser les populations sur l'utilisation de ces insecticides. Parfois, l'OMS recommande que les anciennes moustiquaires soient enterrées, mais dans des sols qui répondent à des caractéristiques précises, c'est-à-dire des sols non humides et loin des cours d'eau. Et je crois que c'est un peu difficile ici, vu le caractère hydrographique de notre pays, le Congo. Donc, une moustiquaire imprégnée a une durée de vie de 3 ans. Et après ces 3 ans, il y a une série d'actions recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. Le temps nous est imparti, docteur. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, le directeur du PNLP, Programme national de lutte contre le paludisme, vous a fait une révélation puisque vous étiez présent dans la salle. En 2026, le Congo risque de connaître une rupture en médicaments. Quelle est votre réaction face à cette situation? D'abord, je voudrais saluer le professeur Lusambour pour le travail qu'il fait. Et à travers lui, saluer le ministre Ibarra et tout le gouvernement de la République du Congo pour les actions d'envergure qu'ils mettent en œuvre pour la prévention et l'élimination du paludisme dans le pays. Je remercie aussi les partenaires qui accompagnent le gouvernement dans ce sens. La déclaration que le directeur PNLP a fait est préoccupante, mais je reste optimiste. Je reste optimiste parce que je sais que le gouvernement du Congo prendra les dispositions qu'il faut pour protéger sa population. Je sais que nous, les partenaires, nous allons accompagner le gouvernement dans cette lutte. Et déjà, nous avons le projet Kobi-Kissa qui, dans le cadre de l'achat des performances, fait des dotations régulières de médicaments antipaludiques au centre de santé. C'est vrai que le projet est en train de finir, mais il y a une deuxième forme de ce projet qui va trouver jour dans les prochains mois. Et donc, l'un dans l'autre, et
nous fiant à la responsabilité du gouvernement de la République du Congo, on n'est pas inquiet. Et en 2030, justement, les pays du monde sont attendus à Washington pour un sommet et dire oui, nous avons vaincu le paludisme. Est-ce que le Congo aura vaincu le paludisme en 2030? Merci, madame. C'est une question importante. Et je voudrais globaliser la réponse à cette question en vous disant que de façon générale, les progrès de nos pays, y compris le Congo, vers l'atteinte des objectifs de développement durable ne sont pas à la hauteur des attentes. Et nous avons 5 ans encore. Nous avons 5 ans devant nous. Et si nous, dans les 5 ans qui viennent, nous pouvons renforcer les interventions de lutte qui sont en cours, ajouter les innovations, travailler à avoir un engagement communautaire fort parce que le problème du palu, ça doit être pris en compte, en charge par les populations. Mais est-ce que le vaccin qui tarde n'est pas une solution optimale? Le vaccin est une solution et le pays travaille justement actuellement à analyser les conditions pour l'introduction du vaccin contre le paludisme. Mais je voudrais terminer la réponse à la question précédente en disant que si nous pouvons travailler à cela, d'ici 2030, nous allons augmenter nos chances d'être au rendez-vous. Vous étiez avec nous pour la célébration de la journée mondiale du paludisme et le thème de la journée disait de réinvestir et repenser la lutte et renforcer le leadership. Donc, si nous pouvons vraiment repenser la façon de lutter contre le paludisme, mais aussi les autres problèmes ciblés par les objectifs de développement durable, nous aurons les chances d'être au rendez-vous. Au niveau local, la célébration a été centrée autour de l'assainissement. Quel est le rôle de l'assainissement dans la lutte contre le paludisme? Merci, madame. Le rôle de l'assainissement est capital parce que l'assainissement nous permet de supprimer les conditions favorables à la prolifération des moustiques. Et c'est pour cela que nous saluons d'abord la création par le gouvernement de la République du Congo d'un ministère en charge de l'assainissement. C'est très important. Nous saluons également les journées qui sont dédiées mensuellement, les premiers samedis du mois. Voilà, pour faire l'assainissement dans nos localités. Et nous saluons l'engagement de plusieurs maires que nous voyons sur les écrans tous les samedis qui travaillent à aider les populations à assainir le milieu. Donc, l'assainissement joue un rôle capital et nous invitons les populations à travailler à l'assainissement de leur milieu de vie. Et selon certaines sources, docteur, l'Organisation mondiale de la santé compte délocaliser son siège régional africain du Congo pour un autre pays. Oui. Est-ce que vous confirmez cette information? Merci beaucoup. Je me demandais si nous allions finir cette émission sans que vous abordiez cette question d'actualité. Je voudrais dire de façon claire et solennelle que l'accord de siège pour le bureau régional de l'OMS pour l'Afrique a été accordé au Congo. Et c'est pour ça que pendant les événements difficiles, pour ceux qui se rappellent, le bureau avait été délocalisé au Zimbabwe. Mais à la fin, nous sommes revenus. Donc, l'accord de siège est pour le Congo et demeure pour le Congo. Maintenant, il y a des aspects qui sont purement organisationnels, qui ont fait que depuis quelques années, il y a certaines équipes qui ont été délocalisées pour des raisons précises dans certaines localités. Et à Dakar, vous l'avez vu, à Nairobi, en Afrique du Sud. Et c'est des choses qui ne sont pas nouvelles et sur lesquelles le gouvernement travaille. Je peux vous dire que c'est une préoccupation permanente du gouvernement et à toutes les occasions, le gouvernement ne cesse de rappeler la nécessité de travailler à ce que les équipes reviennent. Le siège reste au Congo. Certains services ont été délocalisés. Lesquels et pourquoi? Merci, madame. Bon, moi, j'étais au Congo. J'étais dans le programme des urgences de 2014 à 2018.
J'ai fait partie des premières personnes qui ont été délocalisées à Dakar parce que nous étions dans le programme des urgences et l'idée c'était que nous soyons plus proches des pays. C'était la raison qui avait été évoquée et donc on a délocalisé une partie de l'équipe des urgences à Dakar pour s'occuper des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, une équipe à Nairobi pour s'occuper de l'Afrique de l'Est et du Sud. Plus tard, il y a eu une partie de l'équipe de l'administration qui a été délocalisée vers l'Afrique du Sud pour des raisons opérationnelles. La principale raison que les chefs ont évoquée, c'était le coût. Ils estiment que le salaire moyen du travailleur à Brazzaville est plus élevé que dans certains autres pays, mais également, notamment pour l'administration, les conditions de disponibilité en énergie et en certaines commodités semblaient meilleures en Afrique du Sud qu'ici. Donc voilà les raisons qui avaient été évoquées pour faire ce travail. Mais je vais ajouter aussi un point important pour dire que actuellement, l'Organisation mondiale de la santé traverse une crise financière qui est connue de tout le monde. Et cette crise financière, sur la base de cette crise financière, on est en train de travailler, de réfléchir à une réduction du nombre de staff, que ce soit des internationaux ou des nationaux. C'est pas seulement les nationaux, c'est tout le monde. Il y a des internationaux qui vont être remerciés, il y a des nationaux qui seront remerciés. Et donc, il y a une certaine peur au sein du personnel actuellement qui explique que ces rumeurs soient vendangées à gauche, à droite. Sinon, les questions de délocalisation, comme je l'ai dit, sont des questions anciennes et le gouvernement travaille fortement sur ça. Je suis bien placé pour le dire. Le gouvernement travaille fortement sur cela pour que cela soit résolu de la meilleure façon possible. C'est la fin de cette émission. Merci, docteur, d'être passé sur ce plateau de Vox TV. Je rappelle que nous avons reçu le représentant de l'Organisation mondiale de la santé en République du Congo. Avec lui, nous avons parlé du paludisme et de ses cas de résistance en République du Congo. C'est la fin. Au revoir et au prochain numéro.